Sylvain Ité, qui vit sans doute les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. On verra qu'elle est longue et que c'est un homme expérimenté. C'est l'ambassadeur de France à Niamey. Écoutez ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il ne mâche pas ses mots. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est le président légitimement élu. Florence Ocali, c'est évidemment cette phrase « pris en otage oui. » que tout le monde aura retenu, qui provoque une forme d'inquiétude. Vous avez pu échanger avec lui aujourd'hui. Comment va-t-il? Dans quelle disposition est-il? Alors, il va bien. Il va bien, compte tenu des circonstances, bien sûr. C'est très clairement quelqu'un qui a une grande force de caractère. C'est ce qui ressort de nos échanges. Hein. On a longuement échangé sur ces mots, bien sûr, d'Emmanuel Macron, sur ses conditions de vie qui sont très difficiles, qui sont très compliquées. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors, donc, il a l'air d'aller bien, de garder bon moral. Ça, bien sûr, c'est important. Ça fait quand même 50 jours maintenant que ce coup d'État a eu lieu. Il ne s'appesantit pas sur ses conditions de vie difficiles. Ça n'a pas l'air d'être sa personnalité. Une personnalité très clairement qui est forte. Un homme, un diplomate, vous l'avez dit, expérimenté. C'est aussi quelqu'un manifestement de sympathique et d'optimiste. Hein. Ça ressort de sa façon de s'exprimer, de ses mots. Il arrive même à transmettre à distance de la bonne humeur, ce qui est quand même fort quand on sait ce qu'il vit ces dernières semaines. Et ça explique sans doute aussi comment il tient le coup dans ces conditions qu'on sait extrêmement volatiles. Lui qui ne peut donc plus sortir de l'ambassade, qui ne peut plus non plus rien y faire rentrer. Ça, c'est important. Alors, combien de temps ça peut durer ? C'est toute la question, bien sûr. Lui, il dit, en substance, voilà ce qu'il m'a dit tout à l'heure, tant que le président lui demande de rester, il reste. Hein, à la demande du président de la République, je reste à mon poste avec mon équipe. Son équipe, oui, parce qu'il n'est pas tout seul, Sylvain Ité. Il y a toujours 5 personnes autour de lui, 5 personnes employées de l'ambassade, mais aussi des officiers de sécurité, des forces spéciales qui sont essentielles, bien sûr, parce qu'on se souvient, quelques jours après le coup d'État, c'était le 30 juillet, ces mouvements de foule devant l'ambassade de France qui avait notamment, vous le voyez, reçu des projectiles dont l'enceinte avait été endommagée. On avait manifestement ce jour-là frôlé la catastrophe, qui avait été évitée sans doute aussi grâce à ce sang-froid qu'on ressent très clairement chez Sylvain Ité. Alors oui, il y a des préoccupations autour de sa sécurité, mais c'est surtout depuis la fin août que c'est devenu vraiment très compliqué pour lui, puisque c'est là que la junte lui a lancé un ultimatum, celui de partir du territoire nigérien, ultimatum que la France a refusé d'entendre au prétexte que les putschistes ne sont pas les autorités légitimes à Niamey. On s'en souvient. Cette situation compliquée, il m'a confirmé qu'elle se dégrade. Ça, c'est quand même important. C'est un mot qu'il emploie. Il précise toutefois qu'il se sent toujours en sécurité dans l'enceinte de l'ambassade. Donc ça, c'est important. C'est bien sûr la question qu'on se posait. Ce qui est vraiment compliqué aujourd'hui, vous l'avez évoqué, et le président Emmanuel Macron l'a fait, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Plus rien ne peut rentrer, d'où la référence à ces rations militaires avec lesquelles effectivement Sylvain Ité et son entourage sont contraints de s'alimenter. Alors bon, les rations militaires, le général Richoux va vous en parler mieux que moi. Vous avez dans une ration de quoi tenir pendant une journée. Il y en a de différentes sortes, voilà, du petit déjeuner au dîner. Alors ça permet de se nourrir, bon, bien sûr, évidemment, au bout d'un moment c'est un peu répétitif, surtout on n'a pas de produits frais. Bon, voilà, c'est devenu le quotidien dans cette ambassade. Bon, quant à l'approvisionnement en eau, on voit circuler des vidéos où on voit de l'eau qui est livrée, mais qui est reprise aussitôt par des manifestants. C'est compliqué. Il y a aussi des coupures d'électricité à Niamey. Alors ça, c'est pas que le fait de l'ambassade. Hein. La situation est sur ce niveau-là, sur ce plan-là, se dégrade aussi dans la ville. On sait que cette ambassade, comme d'autres, dispose d'un groupe électrogène. Bon, voilà. Mais c'est quand même très compliqué. Le quotidien de l'ambassade de France aujourd'hui à Niamey dépend vraiment du bon vouloir des putschistes. Alors, le verre à moitié vide, à moitié plein. À moitié plein,
il se porte bien, c'est quelqu'un de combatif, vous le connaissez sans doute, Sylvie Bermann, il est très, très expérimenté. À moitié vide, on sent bien que c'est extrêmement difficile, et notamment ces approvisionnements qui sont à 99% coupés. Combien de temps peut tenir notre représentation diplomatique ? 5 personnes, ça n'est que 5 personnes, plus les services de sécurité. Oui, tout à fait, puisqu'il y a des services de sécurité. Et c'est vrai que vous mentionnez la question de la sécurité. Il y a toujours la présence de l'armée française qui interviendrait, bien évidemment, s'il était véritablement menacé physiquement. Cela dit, les conditions psychologiques, évidemment, sont très difficiles. Et en outre, il ne peut rien faire. Alors, combien de temps, effectivement, ça durera, je ne sais pas. Il faudra, à un moment donné, prendre une décision, parce qu'au plan du droit, bien évidemment... Décision de départ, vous voulez dire ? Pardon ? Une décision de départ qui est inéluctable ? De départ, je pense que oui, on ne peut pas le laisser pendant des mois et des années. Et aujourd'hui, il y a un principe de réalité, c'est que les putschistes sont au pouvoir depuis près de 2 mois. Et donc, ça peut encore durer. L'intervention de la CEDEAO, on n'en entend d'ailleurs plus parler. Et donc, il faudra sans doute trancher un moment, sous quelle forme, je n'en sais rien. Comme il le dit, il est là sur instruction du président de la République. Donc, de toute façon, la décision ne lui appartient pas. Les rations militaires françaises, un petit mot, mon général, vous en avez mangé plus qu'à votre tour, bien sûr, quand vous étiez en opération. Elles sont bonnes, mais enfin, on imagine qu'au fil des mois, on peut peut-être s'en lasser, notamment lorsqu'on est ambassadeur habitué à un autre régime. Oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre une chose, ce ne sont pas des rations de survie, ce sont des rations de combat. Et ça délivre le nombre de calories nécessaires à un combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des efforts physiques considérables. Donc, c'est une ration, c'est pour 24 heures, du petit déjeuner jusqu'à la nuit, tout compris, avec des vrais plats cuisinés. Hein. Vous pouvez manger du riz, je sais pas quoi, risotto ou des choses comme ça. Vous pouvez manger du poulet à la basquaise et il y a absolument. Vous nous rassurez beaucoup sur ce qui se passe derrière les murs de l'ambassade à Niamey. Oui, non, mais véritablement, moi j'ai connu les rations quand j'étais jeune. Il y avait l'ugnole, il y avait un paquet de cigarettes et puis du bœuf en sauce, et puis une soupe pour le soir. C'était ça. Aujourd'hui, ce sont des vrais repas et je peux témoigner qu'avec une ration, on mange très bien et on peut durer assez longtemps. Bon, alors on en sourit bien sûr, mais enfin la situation reste évidemment compliquée pour notre personnel là-bas. Vous vouliez ajouter quelque chose, Sylvie Bermann ? Non, c'était simplement sur les rations. La qualité des rations françaises est telle que les Nations Unies avaient décidé de les choisir pour les casques bleus. Bon, enfin, encore une fois, c'était la minute promotionnelle de la ration militaire française, ce qui est important pour nos téléspectateurs. Mais je pense que ce qu'ils se disent aussi, Margot Haddad, c'est que c'est la première fois, sans doute, qu'un ambassadeur se retrouve aussi longtemps, en tout cas empêché de travailler, empêché de sortir. Dans le fond, il est dans une sorte de prison à ciel ouvert. Et ça dure depuis longtemps. L'ultimatum, c'est effectivement fin août. Et quand j'ai parlé de cette citation d'Emmanuel Macron aux membres de la CEDEAO avec lesquels je suis en contact avant même mon séjour à Abidjan, eh bien, la première réaction de l'un d'entre eux a été de rire et de me dire mais non, les conditions n'ont absolument pas changé, sinon on serait au courant. Et pour le moment, il faut savoir que les forces de la CEDEAO, dont la force en attente, est bel et bien au Bénin. C'est-à-dire que la semaine dernière, ils ont fini d'acheminer, c'est-à-dire les 1000 hommes qui devaient être au Bénin. Et d'ailleurs, on a vu les Nigériens riposter en les accusant de préparer une intervention justement parce qu'ils étaient arrivés au Bénin. Ils n'ont pas l'air très pressés. Et alors, oui, bah, ça s'appelle la force en attente. Oui. Non, c'était un jeu de mots, mais c'est vrai que... Arriver à Niamey dans ces conditions... La CEDEAO le dit assez clairement, c'est-à-dire que du côté des Ivoiriens, ils me disent mais on ne veut pas la guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est étouffer économiquement le Niger pour qu'il y ait une forme de rébellion sur le territoire nigérien, ce qui n'arrivera certainement pas. On a vu que le Burkina Faso et le Mali ont été aussi asphyxiés économiquement et qu'il n'y a pas eu de revers de la situation. Donc clairement, il y a ce rapport de force qui est en train de prendre place, notamment du côté de la présidence française, en essayant d'avoir un échange de discours sans véritablement se parler de manière frontale, tout en essayant d'instaurer ce rapport de force afin qu'il y ait peut-être l'un des deux camps qui perde la main. Mais ça ne peut tourner qu'à l'avantage de la junte, non ? Je pose cette question. Non, clairement, elle est inexorablement en train d'avancer ses pions face à une France qu'on sent de plus en plus isolée.
Parce que Margot l'a dit, il y a d'une part l'inaction de cette force en attente et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO. Il ne faut pas oublier un autre acteur majeur qui est responsable du 2e contingent militaire étranger sur le sol nigérien, les Américains, qui eux ont une approche bien plus souple. Il faut savoir que les Français et les Américains étaient sur la base 101 ensemble, donc à Niamey. Ils ont déplacé leurs hommes vers la base 200, leurs hommes en uniforme, afin de reprendre une partie de leurs activités antiterroristes, puisque c'est là-bas que sont prépositionnés leurs drones. Et puis, où est l'Europe sur ce dossier? On sait que quand Madame Colonna s'est rendue à Tolède avec son homologue issu du gouvernement Bazoum, il n'y a pas eu de déclaration fracassante de la part de ses homologues. Tout le monde est d'accord pour condamner et dire que c'est pas bien la junte. Mais à part ça, voilà. Donc il y a une forme de posture qui consiste à se placer, c'est ce qu'on entendait dans la voix du président français, sur le terrain du droit. Alors franchement, moi je pense qu'il faudrait le quitter pour se placer sur celui de la raison, qui aujourd'hui nous commande de quitter le Niger. Vous avez dit de manière très polie, la situation est compliquée. Moi je pense pas. Moi, je pense qu'elle est dangereuse, la situation. Elle est dangereuse pour cet homme, Sylvain Ité. Et d'ailleurs, je m'étonne que Catherine Colonna, on sent bien qu'il cherche des éléments de langage, disait il y a 24 heures à Darius Rochebin, sur cette même antenne, il travaille et il entretient des contacts utiles. Ah bon? Avec qui? Lesquels? À quelle fin? Peut-être avec le président Bazoum, qui est lui-même signé à résidence. On sent qu'il y a deux choses qui se passent, c'est-à-dire que Margot disait à juste titre que rien n'a changé. Il y a une chose qui a changé, c'est qu'il y a un Français, Stéphane Julien, qui a été pris en otage de manière effective. C'est-à-dire que la junte a eu l'opportunité de tester son pouvoir de négociation face à Paris. Il a été, on ne sait pas comment, relâché, libéré. On voit une photo de Stéphane Julien aux côtés de Monsieur Ité, notre ambassadeur, dans l'emprise à Niamey. Donc, on sent qu'elle a testé cela. C'est à partir de là qu'Emmanuel Macron parle de preneur d'otages, chose qu'il aurait déjà pu faire depuis des jours. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans, si vous voulez, la conscience collective? Il est en train de criminaliser la junte. C'est-à-dire qu'avant, leur pouvoir était illégitime, il est désormais criminel. Donc maintenant, il faut se chercher une porte de sortie. La seule chose qu'il dit à ce stade, et j'en terminerai par là, c'est que nous ne partirons qu'à la demande de notre seul interlocuteur légitime, toujours ce mot sur place, à savoir Bazoum. Oui. Florence. Oui, non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, manifestement, la stratégie de la CEDEAO, c'est plutôt sur le temps long, ce sont les sanctions économiques. Alors, qui commencent à porter leurs fruits, parce que ça devient compliqué de payer les fonctionnaires, par exemple, sur place. Ça l'a déjà été au mois d'août, ça le sera encore plus au mois de septembre. Le problème, c'est que Sylvain Ité, lui, il n'a pas ce temps long-là aujourd'hui, vu ses conditions de vie dans l'ambassade. On n'imagine pas comment cette situation-là peut perdurer encore pendant longtemps. Ah oui. Oui, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que de toute manière, il n'est pas en danger. Il y a un plan d'évacuation qui est prêt depuis longtemps, parce que ça fait partie de la base. Et donc, il y a quand même la base, comme ça a été dit, aérienne à côté, qui est capable de l'évacuer par avion. S'il se passait quoi que ce soit, les forces spéciales seraient capables de l'évacuer. Et les rations, c'est pareil, c'est bien gentil, ça dure un temps, mais je pense qu'il y a aussi des moyens, sans doute, de le ravitailler par voie militaire, même si, je dirais, le ravitaillement de ce qui arrivait du marché tous les jours, etc., comme on fait, on vit normalement, on achète dans les magasins, sur le marché, etc. Oui, mais là, ça ne peut plus rentrer dans l'ambassade. Là, ça ne peut plus rentrer. En très nombreuses images qui montrent précisément plus rien de S'il reste comme ça, c'est que le lien avec la base, avec les militaires, avec les forces spéciales est toujours là et que sa sécurité n'est pas en danger. Margot. Il y a un acteur dont on parle peu sur nos plateaux parce qu'il s'agit des affaires assez internes au Niger, mais qui est très important en coulisses. Il s'agit de l'ancien président Issoufou. L'ancien président Issoufou qui est toujours en contact avec le département d'État. Il y a des échanges qui sont assez clairs et qui pourrait être un acteur qui joue le rôle d'intermédiaire également avec la France. La France est très remontée contre le président Issoufou puisqu'il aurait joué un rôle dans cette rébellion du garde national de la présidence, le général Tchani, qui aurait poussé donc à cette rébellion. Et cet acteur reste très important puisqu'il connaît tous les présidents de la CEDEAO et il connaît également le président français et également tous les acteurs internationaux. Et donc cette personne-là, qui habite seulement à quelques kilomètres du palais de la présidence, je tiens à le rappeler, et qui lui n'est pas pris en otage alors qu'il a aidé le président Bazoum à être au pouvoir, eh bien reste un interlocuteur dans cette crise. Il ne faut pas perdre de vue cet homme-là qui est très très important dans cette négociation au Niger. Et dans cette crise, les États-Unis, l'Allemagne
ont un profil très différent de celui de la France, profil bas. D'ailleurs, eux, ils ont repris un certain nombre de discussions. Pour finir là-dessus, Sylvie Bermann, c'est quoi le scénario le plus probable? C'est qu'ils soient exfiltrés vers un pays voisin où ils continuent à assurer des fonctions, même si ces fonctions sont relativement virtuelles? C'est difficile de le dire, puisque de toute évidence, c'est la décision du président de la République. Donc, mais encore une fois, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et puis, effectivement, comme cela a été dit, le manque de soutien de l'Union européenne, on l'a vu donc à Tolède, lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères, et puis les Américains qui... non seulement n'ont pas retiré leurs militaires, n'ont pas spécialement aidé, mais en plus, ils ont nommé leur ambassadrice le lendemain du coup d'État. Oui. Donc c'est ça aussi qui est difficile pour la France.